nombre de recommandations ont été adressées à l'écrivain de se pencher sur les problèmes sociaux, de songer aux répercussions de sa parole, de peser ses responsabilités, sans compter d'autres exhortations qu'on trouve plus souvent dans les sermons. Cette façon de concevoir l'homme et l'artiste en l'homme comme parfaitement conscients l'un de l'autre et associés, où le deuxième commande par le premier, assez naturel s'il s'agit de journaliste ou d'essayiste, moins s'il s'agit de créateur, devient très maladroitement applicable au poète. Le poète n'est pas un excellent homme qui prépare à son gré des mets parfaits pour le genre humain. Le poète n'est pas un homme qui médite cette préparation, la suit avec attention et rigueur pour livrer ensuite le produit fini à la consommation pour le plus grand bien de tous. Le poète ne se livre pas à cette opération et le voudrait-il maigre les résultats. La bonne poésie est rare dans les patronages comme dans les salles de réunion politique. Le phénomène dont je parle a surpris tout le monde depuis longtemps et les poètes les premiers. Non, le poète ne fait pas passer ce qu'il veut dans la poésie. Ce n'est ni une question de volonté ni de bonne volonté. Poète n'est pas maître chez lui. De même, il n'est guère dans nos moyens de faire entrer la réalité dans le rêve, ni le jour dans la nuit. Il ne suffit pas d'observer des chevaux dans la journée pour en rêver à coup sûr la nuit. Il ne suffit pas de se proposer très opiniâtrement d'en contempler en rêve pour les y voir venir. Il n'y a pas de moyen certain de provoquer l'apparition d'êtres en rêve. La volonté n'y suffit pas, ni l'intelligence. Ainsi, à un degré moindre, la poésie d'inspiration. Tel problème social, politique, qui émeut et intéresse l'homme dans la prose de l'existence, si je puis dire, perd, arrivé dans la zone de ses idées poétiques, tout trouble, toute vie, toute émotion, toute valeur humaine. Le problème n'y circule plus, n'y vit plus, ou bien il n'est jamais descendu dans ses profondeurs. En poésie, il vaut mieux avoir senti le frisson à propos d'une goutte d'eau qui tombe à terre et le communiquer, ce frisson, que d'exposer le meilleur programme d'entraide sociale. Cette goutte d'eau fera dans le lecteur plus de spiritualité que les plus grands encouragements à avoir le cœur haut et plus d'humanité que toutes les strophes humanitaires. C'est cela, la transfiguration poétique. Le poète montre son humanité par des façons à lui qui sont souvent de l'inhumanité, celle-ci apparente et momentanée, même antisociale ou asociale. Il peut être social. N'ayant pas sur l'art des vues d'instituteurs, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, personnages peu recommandables en leur temps, pourquoi représentent-ils cependant tant de choses pour nous et sont-ils en quelque sorte des bienfaiteurs ? Non pour leur morale sans doute, mais pour avoir donné un nouvel élan, une nouvelle conscience. C'est pourquoi, loin de les comparer à des prêcheurs répandant la bonne ou la mauvaise parole, il faut les comparer au premier homme qui inventa le feu. Fût-ce un bien, un mal, je ne sais.
Ce fut un départ nouveau pour l'humanité. Une succession de départs nouveaux, et cela fait une civilisation. C'est aussi à cela que tient surtout le poète, à un départ nouveau, à une victoire sur l'inertie, sur la sienne, sur celle de l'époque. Ainsi que la poésie, plutôt qu'un enseignement, et plus même qu'un ensorcellement, une séduction, est une des formes exorcisantes de la pensée. Par son mécanisme de compensation, elle libère l'homme de la mauvaise atmosphère, elle permet à qui étouffait de respirer, elle résout un état d'âme intolérable en un autre, satisfaisant. Elle est donc sociale, mais de façon plus complexe et plus indirecte qu'on ne le dit, sans en avoir l'air. Je réponds de la sorte à la question « Où va la poésie ?» Elle va à nous rendre habitable l'inhabitable, respirable l'irrespirable. Pour parler plus spécialement de la poésie qui vient, celle-ci tente à rechercher le secret de l'état poétique, de la substance poétique. Elle va à nous rendre habitable l'inhabitable, respirable l'irrespirable. Henri Michaud, conférence au congrès du Pen Club, prononcée en 1936. L'invité d'honneur de la France était Jules Supervielle, c'est lui qui avait obtenu que Henri Michaud, donc 37 ans, mais pas encore le Michaud qu'on connaît, soit invité en tant que représentant de la Belgique, parmi les représentants de la Belgique. Et comme il s'embêtait un petit peu aux séances, ça m'a toujours frappé que durant la semaine que dura ce congrès, il se retrouvait souvent sur la place en face, où il y avait un bistrot, c'est un peu prosaïque, mais un autre qui s'embêtait beaucoup venait là aussi, tout aussi inconnu que lui-même. Il s'appelait José Luis Borges, et leur amitié a duré toute leur vie. On voit qu'au départ, le poète est seul. Il part seul à la découverte. Sa vraie action sociale vient plus tard, quand l'humanité, presque malgré lui, se l'incorpore. Cette incorporation devient si naturelle qu'on imagine souvent rétrospectivement et non sans simplicité que le poète a donné le ton de l'époque précédente. Ainsi devient éternellement actuel le poète qui a eu le courage de ne pas l'être